Salut tout le monde! Voici mon premier bilan de lecture de l'année 2026. J'avais dit que j'en ferais un par semaine, autant que possible, alors on se lance aujourd'hui. Mon nom est Christian Maltais. La chaîne en général, alors juste pour vous dire avant de commencer, d'habitude, aller jusqu'à présent, le contenu principal de la chaîne, quoique j'ai toujours parlé de bouquins un petit peu, mais je parle de films beaucoup, là, c'est beaucoup ça la chaîne, ça s'en vient, là. J'ai préparé la chaîne, la fiche pour le prochain film dont j'ai l'intention de parler, je mets ma liste des prochains films pour lesquels je prévois faire des vidéos, et donc c'est ça va reprendre la semaine prochaine, lundi normalement, je devrais mettre une vidéo en ligne, quelque part entre la nuit, entre lundi matin et mardi matin, quelque part dans cette plage-là. Je prévois mettre la nouvelle vidéo sur un film de science-fiction semi-fantasy, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Il y a quand même des rayons laser puis des vaisseaux spatiaux. Mais pour l'heure, c'est ça. Je me suis fait un horaire pour essayer d'être plus régulier dans mes vidéos. Puis le mercredi, je filme dans mon suivi de lecture. Et pourquoi suivi de lecture? Ben parce que ça m'amuse et parce que je trouve ça amusant, puis parce qu'il y a des gens qui font ça sur d'autres chaînes YouTube que j'aime bien. Michael K. Vaughan en particulier, là, chez les booktubers anglo-américains, que je trouve très sympathiques. Et c'est ça, comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo précédente, je me suis fait un ambitieux programme de lecture pour cette année. J'ai décidé de lire 114 livres. C'est mon objectif pour 2026. J'en ai même ajouté 4. Je vais vous présenter ça tantôt. Et pour l'instant, c'est ça. On est à un bilan un objectif de 40 000 pages pour l'année 2026, plus ou moins, mais c'est à peu près ça. Et ça veut dire qu'il faut que je lise environ 800 pages par semaine. Et je suis déjà en retard. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter ce que j'ai lu cette semaine. Donc, c'est 3 livres. Ce que je suis en train de lire, par ailleurs. Donc, ce que j'ai lu, avec un petit commentaire, ceux que je suis en train de lire et donc que je prévois compléter dans un avenir pas trop lointain, et quelques petites nouvelles, petits topos général sur certains aspects, où est-ce que je suis rendu dans mon, dans mon projet de lecture, etc. C'est quoi les livres que j'ai rajoutés, ce genre de choses. Je mentionne avant de commencer que j'ai quand même une relativement bonne raison pour laquelle je suis en retard, c'est que, roulement de tambour, j'ai fini... alors, il était 55, donc j'ai fini il y a une demi-heure. Il y a carrément 30 minutes. Le premier jet de mon premier roman, qui s'appelle, titre de travail, Le dernier voyage de l'épouvante. C'est une histoire d'heroic fantasy, une histoire de vengeance, de pirates et de nécromancie, racontée du point de vue du méchant, grosso modo. Et c'est très inspiré de Michael Moorcock, que j'adore. Aussi beaucoup d'inspiration, Ursula Le Guin. Le Silmarillion a beaucoup joué dans la gestation de ce projet. Et donc voilà, fait que j'ai fini ça cette semaine. Là. J'espérais finir plus tôt l'année dernière, en fait en fin d'année, mais j'ai eu la grippe, d'ailleurs je tousse encore, et donc ça m'a retardé. Mais là, c'est fait, c'est fini. Donc, j'ai d'ailleurs, je viens de filmer une vidéo pour une autre chaîne à part où je vais parler juste de mes projets d'écriture de fantasy. Les projets de philo puis d'essai, je vais en parler sur la chaîne ici. Mais la fantasy, ça me paraissait trop loin de cette chaîne-ci, en vérité, qui est quand même pas basée... C'est ça. Écrire de la fantasy m'apparaissait trop loin de ce que je fais, ce dont je parle en général sur la chaîne ici. Fait que je mettrai le lien dans la description, présumé que j'y pense, mais sinon la prochaine fois, peu importe. Là. Bref, si vous voulez voir mes commentaires plus sur l'écriture, puis la création de monde, puis comment est-ce que je vois les trucs de système de magie, puis ces genres d'affaires-là, puis des trucs de rédaction en général, des conseils de rédaction, puis mon point de vue sur ce genre d'affaires-là, puis comment j'envisage ça, puis comment j'ai structuré mon travail pour mettre tous les atouts de mon côté pour m'aider à terminer ce projet-là, parce que j'avais beaucoup la hantise, comme beaucoup de gens, de ne pas le terminer. C'est ça. Donc,
Bref, peu importe, la version courte, c'est ça. Donc, c'est toutes des affaires dont je vais parler sur la chaîne qui s'appelle Écrire l'imaginaire. Donc, voilà. Mais pour l'heure, ici, on est sur la chaîne Pourquoi c'est bon. Hey, hey! Et c'est ça. Donc, ça m'a retardé là, le rush d'écriture, le gros boom d'écriture que j'ai fait pour compléter le roman. Et donc, j'ai pris un petit peu de retard dans les projets de lecture. Je suis en retard d'environ 170 pages, là, comme c'est là, on va dire 200 pages. Et donc, je vous avoue que ma stratégie, c'est de me taper dans la prochaine semaine. Aujourd'hui, ça me paraît ambitieux, mais optimiste, on va dire, mais dans la prochaine semaine, me taper un livre de plus. Là. Genre me prendre un bloc ou 2 blocs de 2 heures, mettons, puis lire un roman. Lire un roman qui se lit vite, c'est un peu ça l'idée. Puis je rajoute ici quand même que, c'est ça, là, comme j'ai dit, c'est 40 000 pages à peu près, 40-41 000, l'objectif de lecture pour cette semaine. Mais dans la vraie vie, c'est moins que ça, en fait, parce que souvent les livres ont des appareils de notes, puis fait que c'est ça, il y a des livres des fois que tu en lis 200 sur les 300 pages en vérité, puis il y en a que je lis plus vite un petit peu, là, ça dépend lesquels. Mais ça pour dire que faut quand même pas prendre de retard, et quand on en prend, particulièrement en début de parcours, là, il faut le rattraper le plus vite possible, sinon on n'en vient jamais à bout. Alors, cette semaine, je devrais lire, je compte lire, je prévois lire en 1000 pages plutôt que 800, essentiellement. Puis, on verra la semaine prochaine dans le deuxième bouleversant, le deuxième fascinant épisode de cette série, si j'y suis parvenu à quoi ça ressemble. Mais pour l'instant, voici ce que j'ai lu cette semaine. Alors, ce que j'ai complété. Bon, petite gorgée. J'ai lu 3 livres. Complété, là, fini. J'ai complété d'abord, j'ai fini Le mouvement des animaux, suivi de La locomotion des animaux. Il n'y a pas de science-fiction cette semaine. J'ai essayé, mais j'ai juste pas eu le temps. La semaine prochaine, j'espère avoir au moins un roman de science-fiction. J'aimerais ça en avoir à peu près un par semaine. Ça serait cool. Donc voilà, mais pour l'heure, cette semaine, c'est ça. Le premier que j'ai lu, c'est Le mouvement des animaux et La locomotion des animaux, dans une des excellentes traductions de Garnier-Flammarion. Ce sont 2 essais zoologiques d'Aristote, et ben c'est ça. Si vous suivez la chaîne, encore une fois, vous savez que je suis en train de lire une copieuse sélection du corpus philosophique occidental, donc ce que j'appelle le projet philo. Et je me suis fait un projet, c'est une liste de lecture c'est sur 4 ans, 4 ou 5 ans, 4-5 ans, un plan quinquennal essentiellement pour apprendre la philo en autodidacte. Je pars de l'Antiquité, puis je me rends au 20e siècle. Ça, c'est le premier plan quinquennal, apprendre la philo, pourquoi c'est bon. Et dans ce programme-là, je suis en train de lire Platon au complet, j'ai presque fini. Et aussi Aristote au complet. Et ça, il m'en reste 8, je pense. Et un de ceux-là, c'est Le mouvement des animaux. Donc, Aristote, moi, je ne savais pas tout ce que j'apprête à vous dire là, avant de commencer le projet, je ne le savais pas. Mais c'est un genre de... C'est un gars qui avait une démarche encyclopédique, dans la mesure où est-ce qu'il parlait de tout, en vérité. Là. On trouve dans le corpus aristotélicien des traités qui parlent d'à peu près tout ce qui est concevable. La politique, la médecine, c'est ça, la rhétorique, évidemment la poétique, c'est bien connu, la physique, la météo, les météores, le vent, etc., 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 etc. Et une grosse partie du corpus aristotélicien, ce sont ces traités zoologiques. Puis, comme bien des gens, ça m'intéressait moyen, pour être franc. C'est pas ceux-là qu'on lit en priorité. La métaphysique aussi, que j'ai oublié, ça, c'est dans ses plus connus. Là. J'ai commencé ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça, la métaphysique. C'est très, très cool. Sujet pour un autre jour. Mais j'ai découvert, puis la logique, évidemment. Puis ça, c'est important, j'en reparle dans un instant. Mais c'est ça.
J'ai découvert que, ben, règle générale, les traités d'Aristote, quand on les lit, j'ai mentionné ça dans la vidéo précédente, même ceux qui ont l'air d'être sur des sujets complètement inintéressants, en vérité, à la lecture, très souvent, on y découvre de très, très, très heureuses surprises, j'oserais dire. Donc, parce que tous ces traités, plus ou moins, se parlent les uns les autres. C'est tout interconnecté. D'ailleurs, ça a été interconnecté. Tu sais, c'est interconnecté, mais ça marche pas en même temps, parce que c'est rempli de références à des traités, bon, dont certains ont été perdus. Donc, il y en a beaucoup qu'on a pu, les traités d'Aristote. D'autres n'ont jamais été écrits ou portent d'autres noms. On a une liste, mais ça date de plus tard de Diogène Laërce, je pense. Là. Peu importe. On a des listes d'écrits d'Aristote. C'est pas certain si c'est vrai, là, tous les titres qui sont là-dessus, etc., etc. Tout le monde s'ostine depuis 2000 ans essentiellement à savoir est-ce que c'est bien lui qui a écrit tel livre ou pas, etc., etc. Bon, mais où est-ce que je vais en venir avec ça? Je vais en venir au fait que, ben, c'est ça, il y a les traités de zoologiques, puis ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est ça, c'est que je disais que c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît, c'est que, puis je vais finir par Aristote pour celui-là pour tout de suite, parce que je vais vous parler pendant 3 heures, mais en vérité, Aristote est très connu, entre autres, pour le traité de l'âme, qui est un bouquin fascinant que j'ai lu, que j'ai le ferme propos de relire dès que possible, qui est génial, 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 qui a une énorme, énorme influence sur la philosophie médiévale, donc les fameux philosophes musulmans, par exemple, crois-je comprendre, là, je ne les ai pas lus, je vais les lire bientôt, là, mais Averroès, etc., là, Avicenne, bon, il y a eu beaucoup de commentaires très en profondeur sur le traité de l'âme d'Aristote, qui n'est pas ce qu'on pense que c'est, parce que le point de vue d'Aristote sur l'âme, c'est essentiellement que c'est un truc biologique, en gros. Là. Bref, là. Mais encore une fois, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment fichtrement intéressant. Et ben, c'est ça, le mouvement des animaux, en vérité, est une continuation et une prolongation de ce traité de l'âme. Traité de l'âme aussi qui est avec lequel Thomas d'Aquin, qui est le fondateur de la théologie moderne, grosso modo, sur lequel la théologie catholique certainement a été basée pendant extrêmement longtemps. Je me demande si c'est toujours pas le cas, que fondamentalement le thomisme est plus ou moins là, la doctrine officielle. Alors si vous êtes catholique pratiquant et lecteur de Thomas d'Aquin, vous me le direz en commentaire à quel point c'est ça. Je n'ai pas vérifié. J'ai écouté une vidéo qui disait à peu près ça. Mais le fait est que Thomas d'Aquin, ce qui est certain, c'est que c'était pendant très 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 longtemps le philosophe et théologien le plus important de la chrétienté, certainement du catholicisme. Puis lui, c'est énormément basé sur Aristote en général. C'est un dialogue constant avec Aristote. C'est une tentative de réconcilier Aristote et la Bible, grosso modo. Et c'est ça, il a beaucoup travaillé sur le traité de l'âme. Et donc, ben voilà. Alors, on est en plein dans, finalement, les sujets philosophiques les plus importants et ceux qui ont eu le plus de résonance à travers l'Occident, puis l'Orient aussi, avec le monde musulman, une grosse partie de l'Occident et de l'Orient pendant 2000 ans. Et finalement, ben, c'est ça, le mouvement des animaux rentre dans le cadre de ça. Puis je vous invite donc à le lire. Peut-être pas le lire en premier, mais c'est parce qu'on l'apprécie quand on a lu toutes les autres avant. C'est ça le truc. Mais c'est une lecture quand même assez rapide. Puis dernier truc que je vais mentionner, c'est que on se rend compte, j'avais lu ça dans une préface, mais on se rend compte à la longue que c'est ça, le projet d'Aristote de mettre en place une méthode, une proto-méthode scientifique, là, plus ou moins, une manière d'aborder le monde de manière rationnelle qui permettrait, comme on l'évoquait en introduction, de comprendre et de réfléchir de manière rationnelle à la totalité des phénomènes de l'existence, donc son projet de la logique, les secondes analytiques en particulier, ce qui se trouve à faire dans ces traités de zoologie, puis ces traités de physique aussi, là, mais certainement en particulier d'une manière étonnante et fascinante dans les traités de zoologie, c'est qu'il applique finalement sa méthode logique
et de déduction à l'observation de la biologie, grosso modo, de ce sujet-là. Puis un peu comme un exemple idéal et suprême de comment est-ce que tu peux l'utiliser pour n'importe quoi, en fait. Donc c'est ça. J'en reparle tantôt parce que je suis en train de lire d'autres traités zoologiques d'Aristote, là, puis c'est particulièrement le cas. J'en reparle tantôt vite fait parce que j'en reparlerai quand je l'aurai fini. Mais tout ça pour dire que Mouvement des animaux, j'ai été très agréablement surpris encore une fois par Aristote, par ce traité-là. J'ai vraiment passé un bon moment finalement, même si la lecture d'Aristote est toujours un peu pénible parce que c'est dur à lire, il faut vraiment s'habituer. C'est un style, c'est même pas un style, c'est pas écrit pour être facile à lire, du tout, c'est boiteux, maladroit. Il faut vraiment s'entraîner mentalement pour commencer à lire ça euh, avec une certaine fluidité, si on veut, mais c'est un effort, comme souvent avec ce genre d'effort-là, on est largement récompensé. Donc, c'est une lecture laborieuse à cause de la manière dont Aristote construit ses phrases, puis le fait que c'est des textes reconstitués souvent, puis il traduit du grec, puis à partir des fois de versions arabes ou hébraïques, ou que sais-je encore, là, je veux dire, c'est ça, là, le texte d'Aristote nous est parvenu pas dans sa forme première. Hein. Mais malgré tout ça, c'est génial. C'est tellement bon, c'est tellement merveilleux. Je suis vraiment ultra content de me taper ça et je ne saurais trop vous enjoindre de faire le même exercice à la maison. Vous vous en féliciterez. OK. Le deuxième, je sais pas si je vais être bien long sur celui-là parce que ça s'appelle L'élite cannibale. C'est un livre que mon ami Guillaume m'avait donné puis que je voulais finir avant la fin de l'année dernière, le 2025. Finalement, je l'ai fini le 1er, je pense, le 1er janvier 2026. Et ça s'appelle donc L'élite cannibale d'un monsieur qui s'appelle Olufemi Otaiwo, je ne sais pas comment le prononcer. Le sous-titre, c'est Comment les puissants se sont appropriés les luttes identitaires et tout le reste. Et fondamentalement, qu'est-ce que c'est? C'est une critique de ce qu'on a appelé le wokisme, n'est-ce pas? Mais d'un point de vue anticolonial et à forte tendance marxiste. Okay? Donc, fait que déjà, j'ai tous les mots pour être polémique là-dedans, parce que wokisme, c'est des trucs pour se garrocher, c'est des trucs pour partir des chicanes de famille ou des chicanes en ligne. J'en avais parlé quand même une ou deux fois au moins là, sur la chaîne ici, pas toujours de manière très à droite. C'est très difficile comme sujet. Les gens qui souscrivent à cette ligne-là affirment que ça n'existe pas, que c'est pas du tout idéologique et que c'est juste la vérité objective et totale et absolue, et que tout le monde qui s'oppose à ça sont des néo-nazis, à peu près, grosso modo. Donc c'est ça. Les gens se font accuser de wokisme, puis il faut bien le dire souvent par des gens qui sont plutôt dans la telle réactionnaire, mais en même temps, n'importe qui comment je dirais ça? Il y a une telle idéologie qui est considérée comme mainstream à notre époque, qui a un rapport avec un certain discours, on va dire, identitaire, mais que beaucoup de gens, dont moi, considèrent qu'il n'est pas mainstream du tout. Il est mainstream parce qu'il est officiellement reconnu comme étant normal et juste et pas extrémiste du tout, mais que beaucoup de gens, dont moi, considèrent que c'est de la folie furieuse. Et puis, évidemment, quand on dit ça, ben... c'est ça, on a vite l'air d'un vieux réac ou quelque chose comme ça. Bon, fait que c'est très difficile d'aborder ces sujets-là. Puis je pense que c'est pour ça que Guillaume m'avait donné cet exemplaire-là, ce livre-là, parce que c'est précisément, puis c'est quelque chose que moi j'essaie de faire depuis assez longtemps. C'est une tentative, donc, de montrer le problème avec ce courant idéologique-là, qui, encore une fois, se considère comme non idéologique et se considère comme objectif et factuel, mais c'est justement ça le problème. C'est une grosse partie du problème, c'est ça. Puis, je mentionne, entre parenthèses, que dans le cas de mes lectures, certainement Aristote, là, cette année, puis le genre de réflexion que ça a développé, que ça a provoqué chez moi, j'ai fini par
par développer une sorte de grille d'analyse, là, si on veut, dont j'ai parlé rapidement dans d'autres vidéos, puis auxquelles j'ai l'intention de consacrer pas mal de temps cette année, y compris dans les vidéos d'essais plus longs et développés, là, sur cette chaîne-ci en particulier, puis sur Substack, etc. Mais bon, c'est ça, j'ai fini par comprendre essentiellement il était où le problème, ok? Mais c'est un vaste problème, puis ça va me prendre l'année pour expliquer. C'est pas compliqué en soi, là, mais ça implique de regarder les choses d'un autre angle. Puis ça a rapport avec la psyché humaine, puis notre appareil de perception, puis certains aspects du fonctionnement de l'inconscient qui sont pas ce que vous pensez. OK? Donc ça, c'est pas moi. Mais ça, c'est dit, bon, j'ai été très content au moins certains aspects de ce bouquin-là. Je ne l'ai pas retrouvé, je ne l'ai pas apporté de même. Il y a au moins un passage que j'ai pris en note, là, parce que je trouvais que c'était très bien observé. Là. Ça formulait très bien le problème, qui est en gros que, puis là je paraphrase, là, je vous invite à le lire vous-même pour voir qu'est-ce que lui dit réellement. Mais l'esprit du propos, c'est que ce qui se présente comme le discours de gauche présentement n'est pas de gauche. C'est un discours même pas de droite, parce que l'opposition gauche-droite elle-même veut rien dire à notre époque. Toute l'idéologie, fondamentalement, est le produit de l'idéologie impérialiste. L'impérialisme que nous, on a connu, qui est en train de s'effondrer. Okay. Mais impérialisme aussi, c'est un terme polémique, puis que je devrais, que j'utilise ici avec des pincettes, parce que justement, une partie du problème, puis ça va m'amener aux critiques que je vais adresser à ce livre-là, parce que finalement, ultimement, il y a beaucoup de bien dans le bouquin, mais c'est plus un échec qu'une réussite, à mon avis, son bouquin. C'est ça. Un des problèmes qu'on a, c'est que tous les termes qu'on utilise pour expliquer pour parler de sujets politiques et polémiques, bon, en général, on les explique pas vraiment, en fait. On les utilise un peu comme des lieux communs. Puis ultimement, je vous parlais de ma grille d'interprétation puis de perception l'autre jour, tantôt. Là. Puis, un des gros problèmes, puis ça, c'est quelque chose que Aristote explique très, très, très bien, en vérité, c'est qu'un des gros problèmes de l'être humain, c'est qu'il pense en lieu commun, en fait. Puis, c'est pas un problème en soi, parce que ça n'a pas le choix d'être ça. Puis, on ne peut pas être un expert sur tous les sujets. Et même si on lit tout comme Pic de la Miranda, à supposer que ça soit possible, ce que c'est plus, là, mais depuis longtemps, mais même si on est un expert sur un truc, on ne peut pas être expert au dernier degré sur tout. Bertrand Russell, il était très bon en mathématiques, là, mais ces trucs philosophiques, ça fait dur, ça fait très, très dur. Okay. Mais c'est ça, bon, puis c'est souvent, c'est un problème, mais c'est ça, parce que ce qu'on finit par faire, à moins de passer... C'est à cause du temps qu'on a, le temps qui nous est limité, qui fait qu'on ne peut pas lire. On ne peut pas passer 800 heures par jour à lire tout ce qu'on devrait lire pour être un expert sur tout. Il y a juste 24 heures dans une journée. Il nous en manque 765? 756. Mais, ou quelque chose comme ça, vous ferez le calcul. Mais... tout ça pour dire que on pense en lieu commun. Ça veut dire qu'on pense avec les clichés de la culture. Puis encore une fois, ce n'est pas mal. Le problème, le mal, il est où? Il est dans le fait qu'on s'en rend pas compte. Il vient dans le fait qu'on mélange le lieu commun et le fait. En gros, c'est ça. Puis non seulement le lieu commun, mais on mélange aussi d'autres types de réflexions, d'autres types de discours et de réflexions qui ont la structure de la raison, qui ont la forme de la raison, mais qui ne sont pas rationnels. C'est des discours qui utilisent les mécanismes que la raison utilise, mais qui ne produisent pas quelque chose de rationnel. Donc, puis tout ça, c'est vraiment un vaste sujet. Parce que c'est compliqué à expliquer, mais ça donne des affaires comme ça. Parce que lui, notre ami, puis je vais finir là-dessus, parce qu'encore une fois, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais c'est le genre de bouquin où est-ce que le mot « lutte » revient tout le temps. Là, puis lutte comme ça, en lutte. Okay? La lutte anticoloniale, la lutte antifasciste. Il est tout le temps en train de parler de ça. Parce que fondamentalement,
Si vous avez déjà lu des traités écrits par des militants, là, militants, genre Black Panther ou que sais-je encore, puis il y en a des très 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 bons, là. Ok, moi j'adore ça, j'en ai lu beaucoup, mais justement, j'en ai lu beaucoup, dans ma trentaine en particulier. Puis ça fait très... ça ressemble énormément à ça. En fait, c'est exactement ça. Puis, le mot lutte revient souvent, le mot fascisme est employé régulièrement. Puis, bon, il en parle entre autres parce qu'il parle du Portugal qui avait une colonie au Cap-Vert, puis apparemment, ça je l'ai pas vérifié, mais je suis sûr que c'est vrai, là. La colonie a été fondée à l'époque où le Portugal était carrément fasciste, là, où c'était pas une métaphore et une accusation, c'était un gars qui disait qu'il était fasciste, là. Puis genre comme Franco essentiellement. Okay. Salazar, je pense qu'il s'appelle, ne me citez pas, je n'ai pas vérifié, j'y vais au pif, si ça se trouve, c'est pas ça pantoute. Mais, c'est ça, le fait est que nous, le mot fasciste, on l'entend 3000 fois par jour, hein? Il est tout le temps, il est sur toutes les lèvres, tout le monde s'accuse de fascisme, puis ça aussi, j'ai l'intention de faire une vidéo dans un avenir très rapproché, parce que c'est pas utile. Puis même si lui, ici, c'est plus ciblé quand même, le mot qui, son emploi est plus, j'oserais dire, technique, parce qu'il parle d'un régime qui était carrément fasciste, là, dans le sens classique, si vous voulez. C'est quand même un problème parce que la vérité, c'est que son horizon culturel, les gens à qui il parle, qui vont le lire, okay, puis lui-même, le monde d'où il vient, okay, qui est les États-Unis, parce que c'est ça, c'est un fils d'immigrant du Ghana, mais c'est un États-Unien. Okay. Puis lui, il se considère comme un membre de la diaspora ghanéenne, c'est le mot qu'il emploie, mais il pense comme un Américain. C'est ça l'affaire. Il pense comme un militant américain, mais c'est ça, les militants américains, leur cas de référence, c'est la culture états-unienne. Puis dans une moindre mesure, la culture anglophone en général. Puis c'est ça, la culture anglo-saxonne en général a tendance à se considérer comme la seule vraie culture. Ils ne parlent pas comme ça. Mais il y a un élément de cette culture-là, ne serait-ce que parce qu'elle domine depuis si longtemps, là, depuis le début du capitalisme en vérité. Elle domine militairement, elle domine économiquement, elle domine, c'est ça, politiquement, etc., culturellement. C'est tout le temps son discours qu'on voit partout. Fait que c'est ça. Il y a des trucs dans leur manière de voir le monde que déjà qu'on ne perçoit pas parce que ça demeure une autre culture. Mais il y a aussi un aspect qui nous est présenté comme voici une valeur universelle, voici un concept universel. Puis ça n'est pas du tout. Là. C'est leur manière de voir le monde qu'on comprend juste à moitié parce qu'on ne vient pas, même si on est élevé dans une culture, même quand on est élevé bilingue ou quelque chose comme ça, je vous confirme qu'éventuellement, on finit par se rendre compte qu'on ne la comprend pas, cette culture-là. Okay. Il y a des aspects qui nous manquent, puis c'est des aspects qu'eux perçoivent, puis c'est pas parce que c'est mal, mais c'est juste parce que c'est comme ça. Puis là, où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que c'est ça, là, je veux dire, c'est une manière de voir le monde, puis une manière de présenter les débats, puis de cadrer les débats, qui est vraiment basée sur, précisément, les lieux communs, okay, les topoi, là, les lieux du discours collectif anglo-américain, de l'anglosphère, si vous voulez, depuis 300 ans. C'est ça, des gens qui pensent en termes de Hobbes, puis de Locke, puis nous aussi, on lit certainement Locke ou Berkeley ou des gens comme ça, mais ils ont leur propre tradition de pensée. Okay. Puis même quand ils lisent Michel Foucault, n'importe quoi, la vérité, si vous lisez des traductions de Foucault, des commentaires, des observations d'anglo-américains sur Michel Foucault, en tout cas, moi, j'ai toujours trouvé que ça ressemblait plutôt... Je ne reconnaissais pas le Michel Foucault que moi j'avais lu. Je reconnaissais la version américaine de ce qu'eux comprenaient basé là-dessus. T'sais. Donc, fait que la version courte, c'est que ça se présente comme un bouquin de militants anti-impérialistes, ce que c'est, mais c'est aussi rempli des clichés et des lieux communs d'un militant américain ou canadien-anglais. J'ai reconnu les trucs, là, des citations de Paulo Freire, Pédagogie des opprimés, c'est très très bon, moi je l'ai lu, je vous le recommande, là, la Pédagogie des opprimés de Paulo Freire, mais tu sais, tout le monde cite la pédagogie, c'est un milieu où tout le monde cite Paulo Freire, t'sais. Il n'a pas cité, comment ça s'appelle, Gayatri Spivak, là, mais il manquait rien que ça. Bon, peu importe. Puis, là où ce que je m'en vais avec ça aussi, pour finir, c'est que, c'est ça, la version courte, c'est que ça ne marche pas. Puis, ce qu'on sent, finalement, c'est... Il y a le cœur à la bonne place, mais
Puis il est bien intentionné, puis il veut trouver. Monsieur, ici, comment s'appelle-t-il encore, Monsieur Taïwo. J'applaudis son effort, puis il y a des bonnes intuitions. Mais c'est ça, il pense avec des clichés de militants américains, de militants universitaires américains, si on veut, ou de gars dans sa trentaine qui est très nous vaincrons, Puis moi, je l'ai été, ce gars-là, voyez-vous, c'est ça l'affaire. Puis, je dis pas que c'est pas nécessaire et que c'est pas utile parfois, mais c'est aussi très illusoire. C'est ça le problème. Puis personne n'a entendu ça, certainement dans ce temps-là, dans ces âges-là, mais puis moi, quand c'était, je me le faisais dire, moi, par mon ami qui avait 50 ans à l'époque, qui venait d'un milieu extrêmement militant d'extrême gauche, là, extrêmement. Puis j'en ai connu beaucoup de ces gens-là que j'aimais énormément. C'est des gens qui me plaisaient beaucoup, parce que un truc qu'il disait aussi tout le temps, qui revenait tout le temps, c'est à quel point les gens dans les milieux militants souffrent d'auto-intoxication. C'est ça, parce que tu es dans comme une chapelle où est-ce que tout le monde... C'est un milieu clos où tout le monde se répond toujours les uns aux autres, puis les gens se citent les uns les autres, puis... fait que ça donne l'impression que tout le monde pense comme toi, puis que tes idées parfois sont plus solides qu'elles ne le sont réellement. Puis c'est un peu ça qui arrive là-dedans. T'sais, il cite des auteurs, mais c'est clairement des auteurs qu'il a choisis parce que ça fait l'affaire de son discours. Puis il fait ça parce qu'il cherche à convaincre quelqu'un. Puis ultimement, qui est-ce qui essaie de convaincre? Ben c'est ça. Moi, je pense que c'est lui-même qui essaie de convaincre surtout. T'sais. Puis c'est ça le truc. C'est ça que j'ai senti. Puis vous le lirez encore une fois, vous me direz. Mais si tu es tout le temps en train de dire à tout le monde à quel point la révolution est certaine de fonctionner, puis voici tel pays où ça a marché, mais tu mentionnes pas un paquet de problèmes, par exemple du style qu'on trouve décrit dans Le portrait du colonisé d'Albert Memmi, là, puis que les Québécois reconnaissent très facilement, qui est une forme de haine de soi. Puis c'est ça, quelqu'un qui est colonisé ou qui est vaincu militairement et pendant une longue période, ce genre de situation comme ça, de domination collective pendant une longue période, ben, ça crée invariablement une situation où c'est que la personne se convainc elle-même que sa propre culture ne mérite pas d'exister, n'a que des mauvais côtés, puis il en parle intelligemment là-dedans. Mais c'est ça, puis qu'en vérité, les seuls vrais critères de succès, ce sont ceux qui t'ont colonisé ou tes vainqueurs. T'sais. C'est ça, puis chez lesquels on trouve une gauche et une droite, puis c'est ça, on se rallie soit aux puissants, pro-régime de de la partie réactionnaire de ton conquérant ou la partie progressiste de ton conquérant, mais tu finis par penser dans les termes de la personne qui ne te domine pas, puis qui est toujours en train de dire que d'ailleurs, il ne te domine pas, c'est pas de la domination. Comment oses-tu dire que c'est de la domination? C'est de l'amour universel. Puis si tu n'es pas d'accord, ben, tu vas apprendre à te taire, puis à prendre ton trou. Puis il y a beaucoup de ça, de cette énergie-là dans le discours militant en règle générale, parce que les blessures psychiques sont extrêmement profondes, puis ça rejoint le truc, on va dire, de wokisme que je mentionnais tantôt. Puis encore une fois, je sais que c'est des sujets polémiques, mais c'est des sujets qu'il faut aborder à cause de l'envergure des problèmes, puis parce que il faut qu'on trouve encore une fois une manière saine d'en parler. Puis c'est ça. Ça, c'est un pas dans la bonne direction, mais lui aussi, ses raisonnements, on voit qu'ultimement, ils sont basés plutôt sur, encore une fois, des récits, des lieux communs et des désirs. Puis il se présente vraiment comme un texte philosophique. Il veut vraiment être un penseur. Puis ça aussi, mais c'est parce que ça aussi, là, le penseur marxiste révolutionnaire, là, c'est à notre époque, là, c'est cliché. Là. Ça aussi, c'est un lieu commun. C'est pratiquement un archétype. Là. T'sais, Marx, puis, comment il s'appelle, Che Guevara, puis, Mao Tse-tung, Staline, ils ont tous écrit des traités philosophico-mochetons, là, ou les ont fait écrire par leurs proches. Okay? Puis pourquoi? Parce que c'est ça le modèle, parce que tu te présentes comme étant un intello sérieux et philosophique, qui a fait des grosses réflexions, et par opposition à un idéologue ou un gars qui est motivé par ses émotions, mais c'est ça, c'est pas vrai. C'est ça l'affaire. C'est une illusion d'optique, c'est le problème qu'on est appelé à résoudre en partie, c'est le problème qui explique en bonne partie
l'étendue des catastrophes dans lesquelles on patauge et on sombre à notre époque. Donc, c'est un peu tout ça. Ça fait que j'ai aimé ça dans la mesure où j'ai trouvé... C'est ça, j'ai vu qu'il cherchait de bonne foi là, à répondre à un problème que beaucoup de gens perçoivent, parce que c'est ça la critique, on va dire, anti-wokiste d'un point de vue de gauche, j'en ai entendu, moi, dans des conversations privées. C'est juste que dès que tu en parles en public, dès que tu dis... t'as pas le mot woke, à notre époque en plus, parce que là, c'est un peu passé de mode, mais l'idéologie est encore autant active qu'avant, c'est juste qu'ils ont gagné. Ça fait qu'on n'en parle plus pour ça, on n'en parle plus parce que c'est le triomphe total et absolu. Puis vu que l'opposition... Il y a ce que certains appellent des fascistes présentement dans plusieurs gouvernements mondiaux, là, dont un en particulier que je nommerai pas, mais je pense que vous devinez lequel, et que beaucoup de gens appellent donc fascistes. Ben, c'est ça, là, dans ces situations-là, ça a tendance à cristalliser les positions puis à encourager une sursimplification qui fait que, ben, c'est ça. C'est soit la gauche ou la droite, et donc, si je critique les wokistes, si quelqu'un critique, entre guillemets, les wokistes, donc s'il emploie ce terme-là pour désigner un problème qu'il perçoit, qui correspond à peu près à ça, ben, quelqu'un qui dit ça est forcément en faveur de Trump. Puis, ou de ce genre de mouvement-là. Puis ça marche dans les deux sens. Puis tout ça, ben ça c'est le problème, en gros. Puis c'est un problème de possession archétypale ou c'est un problème d'auto-intoxication, comme je mentionnais. C'est un problème psychique, fondamentalement. Mais qui a une raison émotive. Ça, peu importe. Bref, j'en reparlerai au cours de l'année. Mais c'est ça que j'ai vu. J'ai vu un gars bien intentionné, mais qui faisait... qui cherchait à reproduire le ton, avec un certain succès, en vérité, parce que c'est un genre littéraire, mais c'est ça, il a écrit dans le genre littéraire de l'intello militant, avec tout ce que ça implique, puis ce que ça implique, c'est beaucoup de lieux communs, puis beaucoup de clichés, puis, mais ici, quand même, beaucoup de bonnes intentions, puis quelques bonnes intuitions, puis ça fait que ça vaut la peine de le lire, mais comme vous pouvez voir... il n'est pas parvenu à ce qu'il cherchait à faire. Puis pourquoi? Parce que justement, il ne réexamine pas ses propres concepts. Fondamentalement, c'est toujours ça un peu le problème. On parle beaucoup de biais, là. Okay? Puis moi, je déteste cette catégorie-là, ça ne marche pas. Là. Justement, c'en est un a priori, ça. Culturel, la notion de bias, là, qui vient des anglo-saxons. Puis voilà, on s'en reparlera de ça, mais c'est ça, il faut... C'est pas la bonne approche, c'est pas le bon outil. C'est pas le meilleur outil. Okay? Puis on le sait parce que ça n'a pas marché. Puis on sait que ça n'a pas marché parce que vous voyez comment c'est présentement. Au niveau intellectuel, le climat intellectuel, la discussion collective. Mais il faut quand même néanmoins aller dans la direction de ce vers quoi pointe, ce vers quoi on cherche à pointer quand on utilise ce terme-là, de bias, qu'on ne devrait pas. À mon avis, parce que c'est trop chargé, puis c'est trop connecté à une certaine culture et un certain discours. Donc, parce que ça obscurcit trop de trucs. Mais ça pointe quand même dans la direction générale il y a des présuppositions qui ne sont pas remises en question et ça provoque un problème, ça crée un problème. Puis il est là notre truc collectif. Nous devons réexaminer de bonne foi, ça c'est l'autre aspect, de bonne foi, nos propres présuppositions. Vaste programme. Néanmoins, dans le cadre de cet exercice, ce petit livre pourrait vous être utile. Je suis très content de l'avoir lu. Je suis content de l'avoir reçu en cadeau. Bref, c'est fait. Puis, dernier livre pour la semaine, c'est Aristote, l'homme de génie et la mélancolie. C'est écrit Aristote sur la couverture, mais apparemment, il y a des raisons de croire que c'est pas lui du tout. Et... ça fait le texte en tant que tel fait 30 pages. Il y a 70-100 pages d'essais autour puis de notes que j'avais dit dans ma vidéo précédente que je ne lirais pas. C'est de ce livre-ci dont je parlais, si vous avez vu la vidéo. Mais finalement, j'ai décidé de lire, puis j'ai bien fait parce que c'était super intéressant. Puis de quoi ça parle, en gros, c'est de l'idée d'un lieu commun, justement, qui est que le génie et la folie sont plus ou moins consubstantiels, essentiellement. C'est un cliché qu'on a entendu très souvent, Hitler, mais n'importe qui, là, les grands, c'est ça. On entend régulièrement ça. Le génie est plus ou moins synonyme de folie, les grands génies sont tous fous, bon...
Puis c'est intéressant déjà parce que bon, lui il ramène ça à la théorie médicale de son époque et donc les notions d'humeur, etc. Là, puis donc le langage, c'est ça, ce courant médical-là. Puis en gros, ce qu'il met de l'avant, c'est l'idée que c'est plus ou moins, ça parle de trucs qui ressemblent à la dépression, grosso modo. Puis c'est, bon, bref. Fait que c'était intéressant, tu sais, j'avais lu des trucs sur la dépression chez Louis XIV, en fait, qui était un grand dépressif. Puis c'est ce qu'il mentionne d'ailleurs, c'est que la plupart des grands génies, politiques, littéraires, etc., ont tendance justement à être très dépressifs par moment. Puis c'est ça, il mentionne Platon, que je savais pas du tout. Je pense qu'il mentionne Socrate aussi. Plein de gens comme ça qu'on n'imaginerait pas, qui étaient de style dépressif ou qui avaient ce genre de problème-là, puis qui apparemment en souffraient beaucoup. Puis c'est intéressant justement de lire ce genre de livre-là, parce qu'on apprend ce genre de choses-là. Puis est-ce que c'était vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ben, on n'a pas tant de sources que ça fait qu'il faut être prudent. Mais c'est le genre de détails souvent qui nous manquent quand même. Puis c'est peut-être pas vrai, mais il y a des raisons de croire, ne serait-ce que basé là-dessus, que ça pouvait l'être. Puis c'est pas... Bref, c'est intéressant. Puis, est-ce que c'est Aristote qui l'a écrit? C'est ça. On le sait pas. Certainement, ce traité-là est, en fait, est la première partie d'un autre traité plus long. Mais c'est pas vraiment un traité, c'est ce qu'on appelle collectivement les problèmes. Et c'est le problème numéro 30, et c'est le début du problème numéro 30. Et c'est tout justement des questions-réponses sur des questions techniques d'ordre médical selon l'état de la science médicale à l'époque d'Aristote, ou grosso modo, en moins 500, moins 300 là, avant Jésus-Christ, ce genre de trucs-là. Bon, fait que, puis j'ai hésité quand même à le lire parce que, comme je disais, c'est pas sur le corpus, ça fait pas partie de ce qu'on appelle le corpus aristotélicien, là, de la liste de traités dont au moins au Moyen Âge, on était convaincu qu'ils étaient d'Aristote. Puis il y en a beaucoup qui ont débarqué de la liste avec les années. J'en ai une couple au moins un là, dans ma liste de lecture, mais c'est ça, il y en a qui ont, c'est ça. Il y en a qui n'ont jamais été dans le corpus, puis les problèmes en font partie, puis j'ai quand même pensé le lire pareil, parce que, je lis tout Aristote, fait que je veux pouvoir dire que j'ai lu tout Aristote, là, tu veux pas dire oui, mais il y a un astérisque. Mais c'est ça, les problèmes en version bilingue, là, chez Budé, là, je pense que c'est 3 livres, c'est quand même assez long, c'est plutôt pénible, je l'ai feuilleté vite fait, puis c'est juste un des rares cas où c'est vraiment pas intéressant. C'est intéressant si on s'intéresse à l'histoire de la médecine, en gros. Mais j'ai rien vu là-dedans qui m'avait l'air autre chose que extraordinairement fastidieux, sauf pour ceux que fascine le détail de la pensée médicale, bon, comment est-ce qu'il s'appelle, pas Galien, là, mais j'oublie les noms des médecins, les gentils traditionnels, les grands médecins, Hippocrate, bon, ça va, mais c'est ça, si vous vous intéressez à Hippocrate, je pense que c'est Galien, là, le grand médecin romain, c'est ça, le docteur Cabanès. Si vous êtes un grand fan du docteur Cabanès et de ce genre de choses, Avicenne, évidemment, bon, ben ouais, ok, ben vous risquez de trouver les problèmes du pseudo-Aristote ou d'Aristote lui-même, on le sait pas, intéressant, mais autrement, ça ne l'est pas. Ça fait que je ne l'ai pas mis sur ma liste, ça ne fait pas partie du corpus aristotélicien classique, personne ne le considère comme partie de la liste essentiellement, même s'il est embudé avec, je pense, le nom d'Aristote sur la couverture. Toujours est-il que celui-ci, c'est ça, en fait partie, puis c'est intéressant parce que sa conclusion, finalement, c'est que non, c'est pas la même chose, le génie puis la folie. Parce que, puis il fait la nuance, que, ouais, il y a des, essentiellement, il y a des points de ressemblance, mais c'est un peu le principe de le fou se noie dans les mêmes eaux où baigne le sage. C'est à peu près ça le principe. Ou nage le sage, n'est-ce pas? Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est intéressant, puis parce que justement, on voit que même à l'époque, de la haute antiquité, ce lieu commun avait déjà été plus ou moins, sinon déboulonné, là, au moins démonté. C'est ça. Je ne sais pas si ça vient de là, mais c'est vraiment dans les premiers textes qui en parlent, puis même à l'époque, ils disaient non, c'est pas vrai, tu sais.
Puis moi qui ai entendu ça toute ma vie, pareil comme vous autres probablement, puis c'est encore un truc qu'on entend, qu'on voit régulièrement, même genre sur Reddit ou ce genre d'affaires-là. C'est vraiment un gros lieu commun, là, l'association entre génie et folie. Fait que c'est super intéressant, je suis content de l'avoir lu. Fait que voilà. Puis pour le reste, qu'est-ce que je suis en train de lire, puis après ça, je vais finir là-dessus. Je suis en train de lire tranquillement pas vite l'enquête d'Hérodote. Ça, c'est l'édition en anglais, qui est celle que je lis parce que c'est celle que j'ai. Une plutôt bonne traduction, somme toute. Je lis ça tranquillement pas vite. Quand j'ai besoin d'un truc de 40 pages à caser. Souvent, c'est ça que je lis, là. Donc, j'aime beaucoup ça. C'est super bon. Là, c'est le bout sur l'Égypte qui est hyper intéressante, mais qui est moins mon truc, là. Moi, c'est plus les histoires avec les Perses qui m'intéressent. Puis, je veux lire... J'ai hâte de lire Hérodote, mais j'ai hâte de lire Thucydide. Là. Thucydide, c'est celui que j'ai vraiment, vraiment hâte de lire sur la guerre du Péloponnèse. Parce qu'entre autres, j'ai l'impression qu'il y a vraiment aussi beaucoup de parallèles avec ce qu'on vit présentement collectivement, puis justement comment les républiques qui ont un empire finissent par se corrompre elles-mêmes et chutent inévitablement. Là. Donc voilà, fait que bref. Mais ceci dit, c'est très le fun Thucydide, fait que je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Je suis en train de lire The Sundered World, parce que c'est Michael Moorcock, puis ça fait juste genre 150, 160 pages, fait que c'est dans l'idée de la lecture rapide. J'adore Moorcock, mais je vais quand même dire que celui-ci, c'est dans ses premiers, là, puis c'est moins bon. Je vais le dire tout de suite, là, c'est clairement moins bon que les autres après. Ça se lit comme un premier jet, c'est un peu rabouté tout croche, ça sent l'improvisation. Ceci dit, Moorcock est très créatif, très imaginatif, ça c'est toujours le fun. Puis je suis curieux de voir où est-ce qu'il s'en va, d'autant plus que si vous avez lu les Elric, ben vous savez que ce qu'on appelle le multivers joue une énorme... occupe une énorme place dans son œuvre, avec l'histoire du champion éternel, etc. Puis, multivers, qui a fini par entrer justement dans la culture populaire, puis faire partie plus ou moins de nos lieux communs à nous. Nous, on connaît plus ça à cause des films de super-héros, en bonne partie. C'est vraiment là où ça atteint le seuil critique, où c'est devenu un truc que plus ou moins tout le monde connaissait. Et Rick and Morty, je crois comprendre, j'ai jamais vu Rick and Morty, mais je crois comprendre qu'il y a beaucoup de ça aussi, là, vous me le direz. Mais à la base, c'est M. Moorcock. Hein. Je sais pas si c'est lui qui invente ça, mais c'est le premier vraiment qui a fait un gros truc. Là. Puis lui, ce livre-là, c'est le premier livre du multivers. Fait que je suis curieux de le lire pour ça, puis parce qu'encore une fois, les Moorcock, je vais toutes les lire, ça fait partie de mes projets, mais c'est quand même pas mal moins bon. C'est juste sincère, là, c'est juste pas mal moins bon, certainement qu'Elric, qui a écrit pas beaucoup plus long, pas très longtemps après celui-ci. Ceci dit, peut-être que, là, c'est le premier chapitre que j'ai lu. Quand je l'aurai tout lu, je vous en reparlerai. Puis Moorcock est quand même toujours cool. Et voilà. Donc, je suis en train de lire aussi 2 derniers livres. La génération des animaux. Qui est exactement ce que vous pensez que c'est, d'Aristote, sur comment les animaux se reproduisent. Puis, il parle beaucoup de sperme et pas d'ovules parce qu'il ne savait pas que ça existait, mais de l'utérus, puis le cordon ombilical, puis comment c'est chez tels animaux, puis comment ça marche chez les poissons, puis les coqs, puis les perdrix, puis que sais-je encore. Fait que c'est beaucoup ça. Mais, fait que, bon, c'est le genre de truc que tu lis quand tu lis Aristote au complet. Mais c'est super intéressant. Encore une fois, c'en est un autre que pour l'instant, je lis finalement avec un grand plaisir parce que tu vois qu'il est vraiment en train d'appliquer sa méthode, la méthode de réflexion. Puis des fois, ça donne des résultats clairement qui ne marchent pas du tout, là, même sur des trucs assez importants. Là. Mais des fois, assez souvent, il observe quand même des trucs super intéressants. Puis ça aussi, c'est riche d'enseignements. Ça devrait au moins nous rappeler qu'il faut être prudent avec nos propres conclusions, ne serait-ce que ça. Notre propre raisonnement logique, même quand il est logique, n'est pas forcément
toujours... c'est pas parce que le raisonnement est valide qu'il est vrai, grosso modo, tu sais. Fait que c'est un peu ça, mais je vous en parlerai ça aussi quand je l'aurai fini. Il m'en reste la moitié à peu près, et je suis toujours en train de lire le dernier livre de Platon qui me reste à lire. Après ça, je les aurai tout lu. Les lois. Puis, je trouve ça à la fois un peu long et laborieux et ennuyeux, mais quand même intéressant. Comme vous savez, je suis quand même assez sévère par rapport à Platon. Mais je pense que je vais quand même en relire parce que justement, mon hypothèse présentement pour Platon, c'est que c'est pas ce qu'on pense que c'est. Puis on le lit comme on lirait un philosophe contemporain, qui présente ses idées, mais je pense que c'est pas la meilleure manière de le lire. Puis ce que je veux dire par là, ben, je vous en parlerai. Mais ceci dit, celui-ci est plutôt intéressant. Puis c'est ça, je suis rendu au tiers à peu près, plus il y a un essai de 100 pages à la fin qui est là plutôt intéressant que j'ai l'intention de lire. Quels sont, en terminant, les 4 livres que j'ai rajoutés parce que j'en avais pas assez? C'est quoi les 4 livres que j'ai mis à mon programme, que j'ai rajouté à ma liste de lecture pour cette année? C'est Shadow of the Torturer de Gene Wolfe, qui fait 260 pages, c'est de la fantasy. Je pense que je l'avais pas mis parce que j'ai juste oublié, parce que c'est certain que si j'y avais pensé, je l'aurais mis. C'est un roman d'heroic fantasy très sombre, un peu un ancêtre du Grimdark ou du proto-Grimdark, là. Qui est supposé être vraiment excellent. J'ai eu la chance d'en trouver une copie pour une bouchée de pain, là, un peu endommagée, j'en conviens, mais voilà. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai rajouté ça, Fantasy, à Gene Wolfe. J'ai rajouté ensuite un livre sur le fascisme italien, parce que comme je vous ai dit, j'ai l'intention de faire une micro-plongée sur le sujet du fascisme, là. Où je vais lire Hannah Arendt, l'origine du totalitarisme, puis aussi Starship Trooper, et ben c'est ça, je suis tombé sur celui-là qui parlait du fascisme italien, puis c'est de là que le nom vient, hein, c'est Mussolini pas mal qui invente le terme, crois-je comprendre, je vous le confirmerai quand je l'aurai lu. Fait que j'avais comme qui dirait pas le choix de le prendre, celui-là. Ça a l'air d'un plutôt un assez bon bouquin, là, j'oublie la collection, mais c'est une édition sérieuse, là, c'est pas... un que sais-je, c'est très bien, mais c'est plus un livre de 400-500 pages par des historiens. Bon. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Puis, incidemment, je mentionne que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas fasciste que c'est un bon gars. Okay? C'est ça. L'esprit de mon propos ici, c'est que le fascisme est un type de tyrannie. En gros. Okay? La plupart du temps, version courte, c'est ça. Mais c'est ça. Nous, ce qu'on connaît, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des tyrannies. Mais c'est pas... Fascisme, c'est un terme technique, ça désigne un certain nombre de choses, puis c'est pas le meilleur terme. On s'en sert parce que c'est pas... On s'en sert parce que émotivement, ça exprime qu'est-ce qu'on veut que ça exprime, qui est le niveau de notre indignation. Okay? Mais le problème, c'est que, précisément, ce n'est pas rationnel quand on fait ça. Okay? C'est pas une analyse intellectuelle. Puis c'est valide, là. C'est entièrement légitime. Je ressens une indignation, je veux un terme pour exprimer mon indignation. C'est extrêmement légitime. Puis c'est correct, mais c'est à ça que la poésie sert, c'est à ça que la fiction sert. C'est pour ça qu'on a des histoires. Okay? Puis c'est correct, même dans la conversation tous les jours, si vous voulez traiter le monde de fasciste en levant le poing, vous pouvez le faire. Si c'est vraiment ça, bon. Mais est-ce que c'est ce qui est le plus efficace? Est-ce que c'est ce qui est le plus utile? Est-ce que c'est ce qui est le plus susceptible de mener à la défaite de ceux que vous désignez comme des fascistes? Ben, je vous soumettrai que non. Et pourquoi? Parce que parce que justement, c'est pas utile si vous cherchez à réfléchir sur quelque chose. Parce que vous n'êtes pas en mode réflexion quand vous faites ça. C'est ça le truc, en gros. C'est pas parce que c'est pas vrai d'un certain point de vue, si on prend le mot fasciste dans un sens d'indignation poétique, okay? Mais si on est dans le mode réflexion analytique, là, où est-ce qu'on veut comprendre une situation, ben, vous ne pouvez pas utiliser le mot avec ce sens-là parce que vous contaminez toute votre démarche, parce que vous n'êtes pas en train d'analyser le sujet qui vous intéresse. Vous êtes en train de raconter une histoire parce que c'est émotif.
OK? La version courte. Je fais la version rapide, là, mais c'est ça. Puis lui, le truc cannibale, c'est ça qu'il fait. Il a le problème. OK? Puis c'est hyper normal de faire ça parce qu'on est des homo sapiens dans des corps d'homo sapiens, puis on a des pensées, puis des émotions, puis une imagination qui nous envoie des images. C'est normal, là. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on les mélange. C'est ça le truc. Puis c'est pas parce que... Il n'y a rien de ça qui est mal en soi. OK? Mais si tu prends un pour l'autre, ça te met dans le trouble. OK? Puis quel genre de trouble? On baigne dedans présentement. Tel est l'esprit de mon propos. Fait que c'est ça, donc, si je reviens pour finir, c'est ça, le fascisme italien, voilà pourquoi j'ai l'intention d'en parler. C'est ça, on est dans une époque d'oligarchie, qui est une tyrannie à plusieurs, une tyrannie des riches, qui est atroce, atroce et terrible, à tous les points de vue, c'est la catastrophe à tous les points de vue, puis des tyrannies individuelles, là, donc un tyran ou un petit groupe de tyrans, les deux sont atroces, là. Les deux sont ignobles, bon. Mais c'est ça, ça nous aide d'utiliser les bons mots. Okay. Voilà pourquoi je vais lire sur le fascisme italien, puis j'ai l'intention de vous en reparler bientôt. Puis les deux derniers livres, deux livres de Porphyre, un philosophe je pense que c'est un néoplatonicien, quelque chose comme ça. Lisa Goguet, qui a été très influent, qui mène c'est le début de la fameuse querelle sur les universaux, où c'est le thème qui, au Moyen-Âge, c'est le texte qui, au Moyen-Âge, va mener à la célèbre querelle des universaux, puis vu qu'on très bientôt on va lire sur la chaîne ici les livres de philosophie médiévale, pourquoi pas, puis Porphyre, ça a l'air le fun. Je suis en train de me taper les Grecs. Qu'est-ce que 200 pages de grec de plus? OK, bon. Puis l'autre que j'ai rajouté, c'est Porphyre. Je l'ai trouvé, ça aussi, pour une bouchée de pain. Là. Lettre à Marcella et Vie de Pythagore. Ces deux autres... Le livre fait 166 pages, mais c'est deux textes comme assez courts. Je pense une 50aine de pages chacun, qui illustrent donc... je crois comprendre, qui illustre le point de vue d'une certaine vision du néoplatonisme, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit dire, mais c'est ça, un certain point de vue, une certaine école néoplatonicienne de vers 300, je pense que c'est à peu près. Là. Ça fait que ça devrait être intéressant. Fait que voilà ce que j'ai rajouté sur la liste, 108 livres, ou 118? 118. J'en rajouterai peut-être d'autres. En tout cas, bref. C'est ça pour ça. Puis, prochain film dont je vais parler la semaine prochaine, ça commence par K. Et lundi, comme je vous dis, je devrais mettre ça en ligne. Éventuellement, c'est ça. J'ai un Patreon, j'ai un Substack, j'ai l'intention de mettre plus de texte, mais il faut vraiment d'être plus actif là-dessus. Puis, mais il faut vraiment que je trouve comment caser tout ça dans mon horaire. Je le fais. Je suis en train de le faire. Là. Je l'ai fait pour le roman. Bon, mais... C'est un défi quand même, c'est pour ça que bon. Mais ceci dit, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez écouté jusque-là, je vous félicite. Et voilà pour analyser lecture. Je ferai la prochaine, c'est ça, dans une semaine. Je sais, c'est l'intention. La vie est belle et merveilleuse. Portez-vous bien. Il est encore temps de dire bonne année, ça fait que bonne année. Puis si vous écoutez ça au mois de juillet, joyeux mois de juillet. À très bientôt. Vie longue et prospère, la vie est belle. Lisez plus, profitez-en, la vie est belle. OK.